Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur mes lectures du mois de septembre. Au programme, des romans contemporains, un roman entre l'autobiographie et l'enquête documentaire, un polar historique, un thriller et pour terminer une sorte d'essai fantastique. Je finirai quand même par une petite recommandation. Je vous souhaite un bon visionnage et c'est parti. Pour commencer, je vais vous parler d'un livre de Frank Buis, auteur de Né d'aucune femme, un livre qui a conquis les foules, et si vous ne l'avez pas encore lu, je vous le conseille grandement. Ce livre, c'est pur sang, il est sorti l'année dernière, en 2023, et en fait c'est le premier tome d'une trilogie qui s'appelle La Marche du Rêveur, et c'est aussi un coup de cœur pour Cathy du blog bookivore.fr, et donc je vous mettrai le lien de sa chronique en barre d'infos. Vendu comme un polar, ce n'est pas du tout comme ça que je le définirais. On suit Elias, un Américain. Il vit dans le Montana, à Eden Creek, et ses parents sont amérindiens. Il est marqué par la nature du lieu, mais aussi par la sagesse emplie de simplicité grâce à ses parents. Sauf que son père décède, sa mère ensuite va vivre ses derniers moments et avant de mourir, elle lui explique, elle lui révèle que ses parents étaient en fait des Français nobles qui l'aimaient profondément, Elias, leur fils qui était très jeune à l'époque. Sauf qu'ils sont partis quelque temps, ils devaient partir quelque temps en France et revenir, et en fait, étrangement, ils ne sont jamais revenus. Elias n'était pas au courant de cela et il va partir suite au décès de ses parents en France, enquêter quelque part, partir à la recherche de ses racines pour mieux comprendre et mieux se connaître. Il va trouver des réponses assez terribles et surprenantes, mais il va aussi se lier d'amitié profondément avec un Écossais qui lui aussi cache certains secrets. C'est un roman qui est assez court, très doux, très aéré, les chapitres sont courts et il se lit vraiment avec grande facilité. C'est très addictif, très apaisant aussi, j'ai trouvé vraiment une bonne lecture. Le deuxième tome de la série de Frank Buis, Apromonde, est sorti cette année. Je l'ai lu, du coup, à suivre. Donc là, Elias revient à Eden Creek et il y a le lien très fort avec la nature encore. Il va se retrouver dans la nature un peu à la Thoreau. Il va être question des Amérindiens aussi, d'ailleurs avec des références à Wounded Knee, à Pine Ridge, au mouvement Red Power aussi de 1972. Donc voilà, si vous aimez les Amérindiens, c'est vraiment une série qui peut vous intéresser. Mais il est aussi question une femme qui a été mentionnée rapidement dans le premier tome, mais qui là, avec le lien qu'elle a avec Elias, va déclencher une tornade de violence, de vengeance et de noirceur. Personnellement, au début, j'étais vraiment happée dans le deuxième tome, dans Apromonde, mais petit à petit, plus tant que ça. En fait, j'ai été plutôt déçue. Mais ça ne m'empêchera pas de lire le troisième tome quand il sortira de la série de la Marche du Rêveur, parce que je trouve que c'est quand même intéressant. Après avoir eu un immense coup de cœur pour Arrête avec tes mensonges de Philippe Besson, et après que Clara en commentaire m'apprenne qu'il y a une sorte de trilogie autobiographique de Philippe Besson, 2 livres qui suivent celui-ci, j'ai pas hésité un instant et je me suis lancée dans la lecture d'un certain Paul Darigrand qui vient chronologiquement juste après Arrête avec tes mensonges. Thomas, qui m'a brisé le cœur d'émotion dans Arrête avec tes mensonges, est mentionné. Un hommage rapide mais réel, présent, qui m'a touchée et qui fait le lien du coup entre les deux romans. Toutefois, là, il s'agit d'une autre histoire d'amour passionnel et
pleine de désir, avec un autre jeune homme, Paul Darigrand. On retrouve toute la transparence, la simplicité, la justesse dans l'écriture de Philippe Besson, et ça m'a vraiment à nouveau pas laissé insensible du tout. C'est un récit qui a un début, des questionnements avec voilà, une histoire d'amour, passion très très fort, et une fin. Enfin une fin, une suite quand même, puisqu'il y aura des retrouvailles 20 ans, presque 20 ans plus tard à Montréal, alors que Philippe Besson dédicace un de ses livres en librairie. Il va retomber sur Paul Darigrand, peut-être pas par hasard, et il y aura ensuite un dîner. Comme l'indique d'ailleurs le titre du livre qui suit, donc Dîner à Montréal, que j'ai lu aussi du coup. C'est un dîner de retrouvailles, mais à 4. Philippe Besson dissèque complètement l'événement, moment après moment, et c'est encore une fois d'une très très juste, une grande justesse. Dans l'édition Pocket, Claire Chazal est citée en 4e de couverture, et elle dit avoir trouvé le livre à la fois léger et déchirant, et je trouve que c'est tout à fait ça, beaucoup de sobriété, mais alors une grande émotion. C'est magnifique. Suite à la mention de Grâce et dénuement d'Alice Fernet dans les commentaires de ma dernière vidéo, j'ai pas résisté et j'ai voulu lire le livre, et grand bien m'en a pris parce que je l'ai trouvé vraiment excellent. Alors c'est l'histoire d'Angéline qui est gitane. Elle vit avec ses 5 fils, dont 4 sont mariés. Donc elle vit avec ses 5 fils et ses 4 belles-filles et ses petits-enfants. On découvre leur vie dans le camp, la misère extrême, la violence aussi, mais aussi l'amour et la vie. Angéline est un personnage important dans le roman, mais pas que. Il y a aussi Esther. Esther qui est bibliothécaire, une gadget pour les gitans, puisqu'elle n'est pas gitane. Et elle vient, elle va essayer de les apprivoiser, ça va prendre du temps, petit à petit, via la lecture. Elle vient de manière hebdomadaire lire des histoires aux enfants. Et les enfants gitans, ils sont comme tous les enfants, eh ben, ils vont être très réceptifs à ces histoires, et donc petit à petit, une confiance va s'installer. L'autrice dans ce livre n'omet absolument rien. Ce qu'on peut reprocher aux gitans, avec sûrement de la justesse, comme les vols, la violence, etc., l'ignorance, mais qui peut s'expliquer aussi. Et l'autrice va montrer aussi que les gitans eux-mêmes sont victimes de violences, de rejet, victimes d'injustices implacables. Et donc, voilà, c'est l'occasion de découvrir ce peuple, leurs mœurs, leur culture, et puis tout ça à travers un apprivoisement, comme je disais. D'ailleurs, à un moment, Esther lira aux enfants, parmi plein d'autres histoires, Le Petit Prince. Alice Fernet écrit simplement, mais comme à son habitude, avec des remarques toujours profondément justes. J'utilise beaucoup ce mot, mais c'est vrai. Je connais peu de choses sur les gitans. Par contre, ça m'a fait penser au film Le Temps des Gitans, et surtout à la chanson que je trouve absolument magnifique, qui est dans la BO du film, cette chanson qui s'appelle Ederlezi, qui a été composée par Goran Bregovic. Et je vous mets pareil en lien la vidéo de la chanson en barre d'infos. Le livre suivant dont je vais vous parler traite d'un sujet très grave, et c'est basé sur des faits réels. En février 2021, Magali Blandin, quadragénaire qui vivait à Montfort-sur-Meux, petite commune en Bretagne, s'est fait assassiner par son ex-compagnon. Caril Ferret, un auteur dont j'avais entendu beaucoup parler, mais dont j'avais lu aucun livre pour l'instant, s'est emparé du sujet, aussi parce que lui-même a grandi à Montfort-sur-Meux, et il en a fait un livre qui fait partie des livres de la rentrée littéraire, Magali.
La première moitié du livre se concentre sur une sorte d'autobiographie finalement de Caril Ferret, puisqu'il est retourné à Montfort-sur-Meux, donc les lieux de sa jeunesse, pour enquêter. Il y décrit donc le lieu, il se rappelle, il y a côté réminiscence de ce qu'il a pu vivre à Montfort-sur-Meux, etc. Mais il va aussi finalement, au bout d'un certain temps quand même, se concentrer sur l'affaire, revenir sur les tenants de tout ce qui s'est passé. C'est une affaire très complexe où il y a eu plein de rebondissements et c'est vraiment terrible. Il en parle comme d'un fait divers, même si je déteste ce mot. Il le déteste aussi d'ailleurs. Ce n'est pas un fait divers, il insiste là-dessus, c'est un féminicide. Donc c'est l'histoire d'un homme qui se croit tous les droits sur une femme, dont celui de la tuer. J'ai eu l'occasion de rencontrer Caril Ferret récemment, et il dit justement vouloir dénoncer les féminicides, ces faits sociaux récurrents, inadmissibles et atroces. Et il a voulu aussi via ce livre, rendre hommage à Magali Blandin. Le problème, c'est que, est-ce qu'il a vraiment réussi? Parce que il y a quand même, comme je disais, toute une grosse partie du livre où c'est plutôt autobiographique. Et même si après, il, il parle de l'affaire, il développe sur l'affaire, ça ne va pas forcément plus loin. Bon, du coup, je pense que ça peut décevoir des lecteurs. Maintenant, le livre est quand même à l'image de son auteur, c'est-à-dire vif, humoristique, humaniste, et il se lit vraiment très très bien. Maintenant, passons à un polar historique qui m'a été conseillé aussi par Katie. C'est l'attaque du Calcutta Darjeeling d'Abir Mukherjee. C'est une enquête assez classique, mais que j'ai trouvé intéressante surtout pour son contexte, qui est donc Calcutta en 1919, en plein régime colonialiste anglais, britannique, qui est remis en cause par les Indiens. C'est très instructif, j'ai appris beaucoup de choses sur cette période, sur ce lieu, tout en passant un agréable moment. L'inspecteur est britannique, il vient d'arriver en Inde, il vient d'arriver à Calcutta, et c'est avec lui qu'on va découvrir et qu'on va enquêter sur un meurtre, et donc dans un contexte extrêmement politiquement et socialement tendu. Le titre original est The Rising Man, et je trouve que la traduction du coup n'est pas franchement adéquate. Il est bien question d'une attaque dans un train, mais c'est juste anecdotique. Enfin, c'est pas anecdotique, mais c'est un détail dans une intrigue bien plus large et bien plus profonde. Il y a une suite, je ne sais pas si je la lirai parce que l'histoire se tient en un tome, enfin dans ce livre-là, on n'a pas de frustration à la fin du tout, et comme je le disais, c'est très agréable à lire. J'ai découvert Après minuit de Gillian McAllister, un thriller qui m'a bluffé. C'est un livre étonnamment délicat, réaliste et humain, et qui m'a captivé, qui m'a tenu en haleine et plu jusqu'à la dernière ligne. Le récit commence le 30 octobre au soir. Jen, qui est avocate, attend le retour de son fils Todd, qui vient juste de fêter ses 18 ans et qui reste encore pour elle un grand ado, très doux, très gentil, et elle attend son retour. Todd finalement apparaît dans la rue, Jen le voit avec un inconnu, et d'un coup, de manière complètement inattendue, Todd poignarde l'inconnu qui tombe mort. Jen va aller retrouver Todd avec Kelly, son mari, le papa. Et là, Jen ne comprend rien du tout. Todd, qui est d'habitude adorable, est complètement placide. Et même Kelly, le père, est très étrange. Donc la police va arriver et évidemment, Todd va se faire arrêter. Suite à cet événement horrible, toutes les nuits après minuit, à chaque fois que Jen se réveille, elle remonte dans le temps, toujours
plus loin dans le passé, comme si elle devait comprendre des choses, découvrir certaines choses, mener une forme d'enquête, et puis pour éviter la scène attendue, la scène finale du meurtre. J'ai trouvé ça complètement crédible, malgré les voyages, l'histoire de voyage dans le temps. Et puis c'est assez surprenant, il y a une douceur dans ce livre, malgré les événements, malgré le fait que ce soit sombre. Il y a aussi beaucoup d'humanité, malgré le sujet. Et le rythme est quasi parfait. Donc un livre surprenant, intelligent, accessible, que je vous recommande grandement. Sorti il y a un mois, mais en anglais et en e-book seulement, on peut découvrir un tas d'éléments nouveaux sur le monde magique d'Harry Potter dans From the Wizarding Archive, volume 1 et 2 de J.K. Rowling. Le livre est composé de textes inédits, notamment certains qui avaient été publiés sur le site Pottermore de J.K. Rowling, donc en ligne, mais qui ont été supprimés par la suite. Et c'est l'occasion de découvrir, alors bon, différentes choses plus passionnantes que d'autres. Par exemple, le passé de beaucoup des personnages d'Harry Potter, ça j'ai trouvé ça génial. Ou aussi la liste de tous les ministres de la magie qui ont exercé, avec les détails sur détails historiques sur chacun des ministres, mais aussi le type de bois, les différentes propriétés des bois utilisés pour faire des baguettes magiques. Bon, ce ne sont que des exemples. En tout cas, c'est foisonnant et ça m'a rappelé à quel point J.K. Rowling a une capacité, elle a réussi à créer un monde complètement, extraordinairement riche, incroyable au niveau de la création du monde d'Harry Potter, qui fait d'ailleurs tout à fait écho à notre monde. Hein. Et non, c'est vraiment agréable pour les fans de retrouver où un monde est aussi des éléments si familiers, si magiques, si réconfortants aussi quelque part et bien construits. Par contre, je déplore, comme beaucoup de gens, les positions transphobes de J.K. Rowling qui sont juste complètement hallucinantes. J'arrive pas à comprendre parce que c'est vrai qu'en me replongeant là, via ce livre, dans le monde d'Harry Potter, finalement on y sent une énorme humanité. Justement, J.K. Rowling dénonce plein de choses et donc je ne comprends pas. Après un thriller qui commence la veille du 31 octobre et un plongeon dans le monde de la sorcellerie, je ne vous cache pas que la saison automnale, c'est ma saison et que j'aime aussi particulièrement la fête d'Halloween, même si pourtant je n'aime pas du tout tout ce qui est horreur, horrifique, que ce soit dans les livres ou dans le cinéma. Allez savoir pourquoi. En tout cas, du coup, je voulais terminer sur une recommandation d'un classique, un livre que j'avais lu il y a quelques années maintenant, qui est complètement propice pour la période. C'est Pauline d'Alexandre Dumas, un récit gothique qui se dévore, vraiment, ça se lit beaucoup trop vite, mais j'avais vraiment adoré et je vous le conseille si vous avez l'envie, la curiosité. Ça tombe bien en plus, Dumas est particulièrement à la mode en ce moment, donc ça peut être l'occasion pour découvrir. Voilà, j'espère comme d'habitude que cette vidéo vous aura plu. Je pense lire plusieurs livres de la rentrée littéraire au mois de novembre. Bon, vous verrez ça dans un mois, si vous en avez envie. D'ici là, je vous dis à bientôt!